C'est parti pour une interview avec l'ingé son live et studio aussi de la royauté du métal progressif. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui on sait que vous aimez ça, on vous a préparé une petite interview. Pourquoi? Parce que les interviews de gens qui font leur taf à haut niveau, c'est toujours super enrichissant. Yes. On peut apprendre plein de trucs, voir comment ça se passe chez les pros de chez les pros. C'est le cas ici avec Chris qui est mixeur live, mais pas que, qui tourne énormément avec des groupes de métal, un peu dans tout ce qui est l'univers progressif, et donc on va parler de gros sons aujourd'hui. Yes. Et il a été super cool, il a pris tout le temps de répondre à nos questions. On a parlé beaucoup avec lui de philosophie, d'état d'esprit, comment il en est arrivé là. C'est intéressant de s'inspirer d'une personne comme ça qui rejoint un petit peu notre philosophie avec André, c'est-à-dire ce qui est important, c'est la musique et le musicien. On a parlé aussi de techniques un peu spécifiques que lui utilise en live qui sont très intéressantes pour tous les gens qui s'intéressent et à ce style de musique et au live. Donc c'est l'interview qu'on vous a concoctée pour aujourd'hui. C'est un peu long, donc prenez votre temps, votre petit popcorn, installez-vous confortablement. Quand je dis c'est un peu long, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et qu'il faut l'écouter du début à la fin. Avant de commencer ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on pourrait mettre un petit like sur la vidéo si t'as aimé ce que Chris te raconte. C'est vraiment cool, ça nous aide un peu, ça monte un peu la vidéo dans YouTube. De deux, tu t'abonnes si c'est pas encore fait, parce que c'est cool aussi, et tu ne perds pas. Et de 3, tu vas sur notre site qui est academiedugrosson.com/bonus et tu t'inscris avec ton adresse email pour recevoir quelques petits chouettes bonus, cadeaux, trucs cool pour la MAO. Après, si t'es ici juste pour le son live de Chris, c'est pas très grave. Tu peux juste passer à la suite de l'interview. Ne t'en fais pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va y aller directement. On appelle Chris tout de suite. Merci et à tout de suite. Salut Chris! Hey, salut les gars. Tu vas bien? Ben écoute, ça va, on fait aller tranquille. Très content de t'avoir avec nous. Ça fait un petit moment qu'on se met ça dans le planning. Pour celles qui nous regardent, j'ai eu l'occasion d'aller voir son travail avec Tesseract ici en Belgique, au Trix. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation chez AGS. J'avais envie qu'on parle à quelqu'un qui fait beaucoup de live et qui fait surtout beaucoup de live à ton niveau et avec des bands qui sont au top de leur game, dans leur niche individuelle. Gérald, on peut peut-être attaquer l'hostilité direct. Oui, alors une petite question facile, on va commencer gentiment. Alors, en général, c'est cool pour apprendre un peu à te connaître, que tu nous expliques un petit peu, un peu ton point de départ, qu'est-ce qui t'a amené à la musique, un petit peu le cheminement peut-être qui t'a amené jusqu'ici, en gros les étapes clés de ah tiens c'est cool la musique, ah tu te retrouves à mixer des big bands au travers du monde, un petit peu le résumé de ça quoi. C'est vrai qu'il y a eu un peu de chemin. Alors, je suis pas né dans une famille de musiciens comme plein de gens. Je suis né dans une famille de gens qui aimaient écouter de la musique, mais pas spécialement de musiciens. Je crois que je connais personne dans ma famille qui touche d'un instrument. Mais bon, quand j'étais gosse, j'aimais bien toujours écouter. J'écoutais au casque avec la vieille chaîne de mes parents, plein de musique. Et jusqu'au point, je crois, où même à un moment, je m'en souviens même pas, mais je leur ai demandé si quand ils seraient morts, je pourrais avoir leur chaîne hi-fi. Donc j'étais déjà sûrement assez amoureux du son. Et puis voilà, et puis du coup, on va dire que mes premiers amours de musique, c'était Michael Jackson et puis des trucs comme ça, genre Thriller, et j'écoutais beaucoup ce genre de trucs-là, Vangelis, enfin des choses un peu qui avaient, je sais pas, des productions intéressantes. Et je pense qu'à l'époque, je me posais pas du tout la question, évidemment, mais voilà, et puis gros coup de cœur musical, c'était quand j'avais 9 ans, j'ai le père d'une copine qui m'a fait une cassette de Razor's Edge de AC/DC. Et donc voilà, à partir de là, j'ai commencé vraiment, alors pas à faire de la musique parce que j'avais que 9 ans. Bon, j'aurais pu commencer, mais j'étais assez tardif. Je crois que ça m'a pris jusqu'à je crois que j'ai dû commencer vers 16 ans. Je me suis intéressé à la guitare. Et puis j'ai commencé à jouer dans des petits groupes locaux, des groupes de copains et tout ça. Et puis à partir d'un moment, j'ai commencé à jouer dans un groupe qui s'appelait X-Vision, qui était un truc très métal, rentre dedans un peu, et qui tournait beaucoup à l'époque. Donc du coup, on a beaucoup tourné avec ça. Et puis je me suis retrouvé finalement à filer un coup de main pour les enregistrements des albums de mon propre groupe, à avoir un peu le nez là-dedans, à regarder un peu comment les mecs y bossaient. Et puis ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier jusqu'à ce que je commence à enregistrer les groupes des copains. Je m'étais chopé un petit Cubase et puis j'essayais un peu de faire mes trucs de mon côté, de mes petits mix.
Mais bon, de savoir un peu comment placer un micro et puis enregistrer des choses, ça a commencé à me mettre un peu le truc dans l'enregistrement. Parallèlement à ça, j'ai commencé à faire le son pour des petits concerts aussi. Alors, au départ, les tout petits trucs dans les bars, tu sais, où t'as juste un micro dans la grosse caisse et puis un micro pour la voix. T'as quel âge à ce moment-là et tu es où? Alors là, je devais avoir... J'ai commencé la guitare quand j'avais 16 ans. Je pense le groupe, j'ai dû y rentrer un peu plus tard, vers 18-20 ans. J'étais dans le nord-est de la France, donc moi, je suis originaire de Metz. Donc j'habitais toujours par là, vers Metz, Nancy, tous ces coins-là pendant un bout de temps. Et donc du coup, ouais, voilà, j'ai commencé à faire le son pour les petits concerts qui sont devenus des vrais concerts. Et puis et voilà, et tout ça sans faire d'école de son. Donc du coup, je découvrais vraiment tout sur le tas. Puis au départ, tu sais, c'était en mode bon, bah je comprends un peu comment un equalizer ça travaille, mais j'avais aucune idée des compressions et des gates et toutes ces choses-là. Petit à petit, j'ai fait un peu mon chemin jusqu'à ce que je commence à tourner avec des groupes qui ouvraient à chaque fois pour des plus gros groupes. Et puis les plus gros groupes, ils se disaient ah ben ton groupe sonnait bien, tu veux pas venir avec nous en tournée? Puis j'ai commencé à tourner, donc ouais, j'ai tourné beaucoup avec un groupe français, à l'époque qui s'appelait My Pollux. À l'époque, je faisais de la lumière aussi. Alors j'ai commencé à la lumière avec eux parce que je travaillais dans une petite MJC à Nancy, où je faisais l'accueil lumière et la gestion des locaux de répète, enfin, rien à voir. Mais de temps en temps, je trifouillais un peu dans les boutons, il y avait 201V, Yamaha, Linké, là, pour faire le son. Donc c'est comme ça que j'ai appris aussi un petit peu. Puis j'ai fini par partir en tournée avec eux, et puis bah pareil, tout s'est un peu développé jusqu'au moment où j'ai rebasculé au son avec eux, et puis ensuite j'ai commencé à bosser. On va dire que mon premier groupe vraiment qui tournait à l'étranger, c'était un groupe français qui s'appelle Smash It Combo, dont j'ai fait quelques albums aussi, et donc j'avais fait la prod et le mix de plusieurs de leurs albums. Et puis ensuite j'ai bossé avec un groupe qui s'appelle Mnemik, qui est un groupe danois. C'était aussi mon premier pas avec un groupe qui était même pas français. Il y avait le chanteur qui était français à l'époque, Guillaume. Paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques années, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc voilà, du coup ça a commencé à me faire tourner beaucoup à l'étranger. Puis voilà, et puis ensuite j'ai commencé avec The Ocean, groupe allemand. J'ai tourné beaucoup avec eux pendant une paire d'années, je sais pas, de 2014 à 2019, un truc du genre. Première tournée où en gros, moi j'étais avec un groupe français qui s'appelait Acrid, et qui ouvrait pour The Ocean. Le main support c'était Shining, le groupe de Norvège avec le saxo. Et en fait, la toute fin de cette tournée-là, j'ai directement récupéré The Ocean. Et un an plus tard, Shining m'ont contacté pour aussi tourner avec eux. Puis voilà, puis de fil en aiguille, un peu tous ces trucs-là qui se sont faits. Les Proust m'ont contacté un poil plus tard parce que leur premier batteur, c'était le batteur de Shining. Et quand ils ont eu besoin de quelqu'un à un moment pour leur tourner avec Devin Townsend en 2017, bah du coup, ils m'ont contacté. C'est comme ça que j'ai commencé à tourner avec les Proust. J'ai fait quelques années aussi avec eux, jusqu'à ce que Devin Townsend me demande aussi de bosser avec lui, il y a 2 ans. Ok. Et puis voilà, puis Tesseract, c'est un peu plus récent. Alors j'avais déjà fait un peu des remplacements avec eux à droite à gauche. On avait souvent essayé de tourner ensemble, mais jamais vraiment réussi enfin les planètes s'alignaient pas vraiment. Si je résume bien, en quelque sorte, tu y arrivé un peu comme ça par hasard, par le biais de la musique. Et puis t'as fait aucune formation, t'as appris uniquement sur le tas. Et donc t'as fait une progression. En fait, à chaque fois tu faisais du bon taf, on va dire. Et à chaque fois, t'es monté en niveau et ça s'est fait un peu naturellement. Si tu devais dire, tiens, ma sauce secrète pour faire ça alors que j'ai fait aucune formation et d'être arrivé à ce niveau-là, est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de qualité, quelqu'un qui voudrait suivre un peu ton chemin, tu penses qu'il y a une façon de faire ou ou pour toi ça s'est fait naturellement, ou tu penses qu'il y a un état d'esprit qui fait que ça t'a permis d'être au bon moment, au bon endroit, et de fournir le bon taf, en fait. Ouais, je pense qu'il y a un peu, alors, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu plein de facteurs qui rentrent en jeu, évidemment. Je pense que j'ai pas trop de sauce secrète. Je pense qu'il y en a pas une seule de toute façon, il y a plein de manières. Tu sais, il y a plein de manières, même juste en son brut, si on parle que de son, il y a plein de manières de faire bien sonner un groupe, qui vont toutes être bien, mais très différentes les unes des autres. Dans mon cas, alors évidemment, ouais, j'ai appris plein de trucs sur le tas, j'ai eu la chance de bosser avec des bons groupes, encore une fois, ça motive beaucoup, et puis ça te donne de la bonne matière à travailler. Mais de l'autre côté, j'ai aussi bossé au début dans beaucoup de conditions très difficiles, parce que je faisais des petits clubs, des petits bars, des machins. Ah tiens, il y a le côté gauche de la sono qui a pas de Twitter, ou je sais pas quoi. Et du coup, il faut se démerder et faire que ça marche, même quand ça marche pas. Donc du coup, je pense que c'est assez formateur parce que ça t'évite de paniquer trop et ça t'apprend à gérer un petit peu plein de situations de stress d'une manière qui fait que bon bah à la fin tu t'en sors et puis t'arrives à tirer le meilleur de ce que t'as. Et surtout à la seconde où tu commences à arriver sur des bonnes conditions, où tout marche, là c'est ultra confort et puis il y a plus aucune pression. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu de ça. Je pense qu'il y a l'aspect humain. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que je suis un gars relativement cool et facile à vivre.
Et que du coup, tu vois, il y a personne qui va vouloir bosser avec le meilleur sondier de la Terre si le gars c'est un connard. C'est clair. Et qui va vouloir aller se mettre dans un bus pendant 3 mois ou tu vois, avec quelqu'un. Et du coup, si t'es cool, a priori déjà, c'est cool, c'est qu'humainement, tu vois, il va pas y avoir de problème. Il y a beaucoup de groupes qui vont tourner qui veulent juste pas avoir de drame, tu vois. Et après, évidemment, si t'as que ça marche pas. Si tu fais faire que du son mais que t'es un connard, ça marche pas. Donc c'est encore une fois, c'est un peu plein de choses comme ça qui se rencontrent. Et puis après, voilà, il y avait aussi beaucoup, je pense qu'à un moment, j'étais aussi, je me rendais très disponible. Je disais oui à tout ce qu'on me proposait, tout ce qui m'intéressait. Et j'avais pas trop à refuser quoi que ce soit. Alors c'était assez intense aussi. Hein. Et j'ai eu plein de moments où je rentrais d'une tournée d'1 mois et demi, je lançais une lessive et puis 2 heures plus tard j'étais reparti pour de nouveau 1 mois et demi. Quoi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de trucs très intenses. J'ai eu quelques années où je faisais, je pense, entre 200 et 250 shows par an. Donc c'était beaucoup de voyages. Mais c'était cool. Et puis voilà, j'ai pas de, enfin tu vois, ça m'a fait beaucoup avancer. Encore une fois, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et humainement, et de conditions différentes de tournée, de plein de pays différents, d'apprendre à dealer avec des gens des fois où c'est compliqué parce qu'il y a la barrière du langage, enfin il y a un peu 1 milliard de trucs qui t'arrivent en tournée, donc je pense que un peu tous ces paramètres-là ont fait qu'à un moment ça roulait. Et après en termes de son en lui-même, je pense que le conseil pour moi, c'est juste d'écouter un max de musique et d'essayer de comprendre la musique. Moi, j'ai dû être aidé aussi parce que j'étais musicien à la base. Enfin, je pense que l'aspect musicien, il m'a permis de comprendre mieux la musique aussi. Et je pense que, alors ça, c'est un coup de bol un peu, peut-être, je sais pas trop. Mais je pense que dans beaucoup de groupes avec lesquels je travaille, là, de la scène un peu prog metal, etc., c'est vrai que le public, il est très attentif au son. C'est un des publics les plus difficiles, je pense, dans ça. Mais c'est aussi le public qui te donne le plus de gratitude quand ça marche. Et du coup, ça me force vraiment à essayer de pousser vraiment très très loin mon mix. Et aussi, de l'autre côté, je pense que j'ai un peu la chance, d'entendre ce que les gens ils ont envie d'entendre, tu vois, un peu. Et quand j'ai des décisions à prendre, parce qu'évidemment, il y a plein de fois des salles qui sonnent pas bien, ou l'acoustique elle est pourrie, ou je sais pas quoi, et tu peux pas avoir tous les éléments comme tu les as sur le disque. C'est pas possible, ça marcherait pas. Donc du coup, t'es obligé de prendre des décisions de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit être devant à quel moment. Et du coup, de faire un mix qui est un peu plus vivant. Et c'est un bon challenge. Et je pense que là, j'ai la chance du coup d'être un peu raccord avec ce que les gens ils ont envie d'entendre et de me dire tiens, ce truc-là pour moi c'est ce qui est sûrement important. Je vais pousser ce truc-là et les gens ils sont contents parce que c'est ça qu'ils attendent. C'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure évidemment. Et puis que je continue d'apprendre tous les jours. C'est assez cool aussi. C'est un domaine dans lequel ça s'arrête jamais quoi. Donc j'ai jamais peur de me dire que j'ai fait le tour, parce que j'aurais jamais fait le tour. Et du coup, en autodidacte comme ça, j'imagine que tu as dû faire face à des problèmes. Comment tu as appris à chaque fois? Tu as dû apprendre, c'était quoi, une table de mixage, un EQ? Est-ce qu'il y a des gens à un moment qui t'ont un peu aidé, qui t'as eu un peu des mentors, ou tu t'es démerdé? Et comment t'as fait quoi? Je sais pas, des bouquins, YouTube? Alors non, pas de bouquins, pas de YouTube, pas trop de tutoriels et tous ces trucs-là. Non, c'était vraiment un peu à mettre les mains dans le cambouis, hein, plus. Vraiment comme ça, t'y vas et puis tu te démerdes tout seul, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Alors, des fois, évidemment, ça arrive, tu vois, t'as de temps en temps le technicien d'accueil qui dit « Ah tiens, fais gaffe, je crois que t'as un truc qui part un peu dans cette fréquence-là, dans les larcènes, ou je sais pas quoi. » Du coup, c'est un bon coup de main, c'est une bonne indication. Donc, évidemment, ça m'a un petit peu aidé. Et puis j'ai eu, alors, plus des mentors en termes de résultats et d'attitude. Okay. Tu vois, à l'époque, nous, on travaillait, donc avec mon groupe X-Vision, là, on travaillait avec un mec qui s'appelle Nicolas Devernois, qui est absolument incroyable, un sondier de Strasbourg, et qui bosse beaucoup pour Laguna, la boîte un peu de là-bas. Et ce mec-là était absolument incroyable, et il nous faisait sonner toujours gigantesque. Et il avait toujours cette espèce d'attitude un peu, oh, bon, c'est cool, tout va bien, machin. Il était très posé. Et je pense que lui, il m'a vraiment beaucoup inspiré dans ce côté-là. Plus dans l'attitude que dans le son lui-même. Le son, je savais qu'il faisait du bon boulot, mais j'ai jamais eu l'occasion de le regarder travailler parce que moi j'étais sur scène quand il bossait. Plus dans l'attitude, cette espèce de truc qui était vraiment incroyable. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai aussi ramené avec moi. Je vais toujours... je pense que je suis assez... Il y a plein de groupes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien chez moi le côté solution oriented. Tu sais, le côté... pas le mec qui pète les plombs et qui est là, il y a rien qui marche aujourd'hui, et puis où tu vas finalement communiquer ton stress au groupe, alors que peut-être eux, ils passaient déjà une bonne journée, puis tout allait bien. Mais en fait, tu vas les plomber. Puis au moment où ils vont monter sur scène, ils arrivent déjà en se disant, ouais, ben ça va être de la merde, et puis on va pas bien sonner, et puis bon, à quoi ça sert, quoi. Ouais, bien sûr. Alors que, et puis au final, ils vont te donner du moins bon matériel à travailler, parce qu'ils vont pas vraiment se donner, et ton show à toi, qui était déjà peut-être pas très bien engagé, ça va être encore pire.
Moi, j'essaie de le voir dans l'autre sens, c'est de me dire, ouais, ok, tout va bien, on va y arriver, c'est peut-être pas facile, mais c'est cool, et puis ça va se régler comme ça, et puis, tu sais, le truc du, ouais, quand tu auras du monde dans la salle, ça va mieux sonner, c'est rigolo, mais je l'ai dit plein de fois à plein de groupes, et des fois, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Mais l'important, c'est qu'ils y croient. Ils sont contents d'y aller, et puis toi, t'as encore une fois, du meilleur matériel à travailler pour faire sonner ça mieux que ce que t'espérais. Et surtout, je pense que dans tous les cas, donner un petit boost de confiance au groupe, c'est bien parce que les gens, de toute façon, ils payent pas un concert. Alors évidemment, c'est mieux si le concert, il sonne bien. Mais les gens, ils payent pas pour voir le sondier, ils payent pas pour voir le son, ils payent pour voir le groupe. Si le groupe, il a la patate et l'énergie, moi, je suis très content de me dire, bon, bah, si les gens, ils sont repartis en disant le son était pourri, mais le groupe, il était incroyable, c'est déjà gagné, tu vois. Donc du coup, j'ai pas trop... surtout en tournée, c'est compliqué quand tu fais un show tous les 6 mois. Parce que là, t'es frustré pendant 6 mois en disant merde, c'était pourri et c'est pas bien. Quand t'en fais tous les jours, tu te dis bon, bah ouais, il y en a eu un difficile, bah c'est cool, il y en a un autre demain et puis ça ira quoi. Mais je pense que, pareil, dans ces musiques-là, ça joue beaucoup à l'énergie. Et j'ai bossé avec des groupes, Acrid, le groupe français dont je parlais tout à l'heure. Le batteur, absolument incroyable, c'est le batteur de Carpenter Brut maintenant. Oh waouh. Il est monstrueux, il sait jouer tout et n'importe quoi, il sait jouer, c'est une espèce de machine un peu. Et lui, quand j'ai commencé à bosser avec eux, il me disait, ça va, est-ce que tu veux que je tape moins les cymbales, plus la caisse claire, machin? Et je disais, j'en sais rien, joue comme tu vas jouer, tape, et puis tu vois, on voit le truc, c'est du métal, faut que ça bourre. Et parce qu'il me disait, ouais, mais notre précédent sondier, il me disait des fois, suivant les salles, il fallait que je fasse ci ou ça. Je dis, ouais, c'est cool, mais si tu penses trop à tout ça, je suis pas sûr que t'aies autant de fun. Et je suis pas sûr du coup que tu communiques autant de fun que si tu joues la tête dans les épaules à te demander comment ta caisse claire elle doit sonner plus fort que tes cymbales. Et donc je lui disais, moi je m'en tape, je préfère encore que les gens ils disent ouais il y avait trop de cymbales ou je sais pas quoi, et puis encore une fois que ce soit moi qui soit critiqué, je m'en fous, ils sont pas venus me voir moi dans tous les cas. Mais au moins à la fin ils sortaient en disant putain ça a défoncé, grosse sacoche, grosse énergie, le son était peut-être pourri, je sais pas quoi, mais bon moi je préférais ça que de dire bah le son était parfait mais on s'est fait chier parce que le groupe il se retenait, tu vois. C'est un peu une approche quelque part qu'aurait un producteur, j'ai l'impression. Ça me fait penser plus à quelqu'un, une attitude de studio. À un moment, tu as évoqué que toi aussi, tu avais bossé en studio. Est-ce que tu as une grosse expérience là-dedans? Est-ce que tu penses que tu as ramené ça un petit peu dans le live avec ton contact avec les musiciens? Je pense vraiment que c'est ultra interconnecté. Je fais moins de studio que de live. Alors, j'en ai fait beaucoup plus depuis ces 2-3 dernières... depuis Covid, au final, encore une fois, c'est pareil. Hein. Ouais. Quand toutes les tournées d'un coup se sont retrouvées annulées, puis que moi j'avais ma vie basiquement qui était annulée, je me suis dit bah merde, faut que je remette un petit coup sur le studio. Alors j'avais déjà fait pas mal de disques et de trucs comme ça, mais évidemment comme je disais, si je faisais 200 ou 250 dates par an, les albums j'en faisais vraiment très très peu, c'était vraiment dans les trous quoi. Et là j'ai vraiment rebasculé en me disant bon bah non, il faut y aller là-dessus quoi. Et donc j'ai fait un peu pas mal de disques là ces derniers temps, ces dernières années. J'ai refait le dernier Clone, enfin pas celui qui va sortir mais celui juste avant. J'ai fait le dernier Hypnose. Là y a le nouveau Alceste qui vient de sortir. Ouh. J'ai fait des lives pour The Ocean, pour les Proust, pour Clone aussi d'ailleurs. Enfin, voilà, j'en ai refait pas mal aussi. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un truc que j'avais déjà commencé, je pense un peu à développer. Cet aspect un peu psychologique, d'essayer de comprendre la psychologie des musiciens. Et pareil, encore une fois, je pense que j'ai l'avantage d'avoir connu un peu les deux côtés de la barrière, tu vois. Et du coup, de savoir à peu près ce que j'attends d'un sondier quand je suis sur scène. Et du coup, ça me permet, moi, d'avoir la bonne attitude quand je suis sondier pour un groupe. Et puis, pareil, toute cette connexion avec le studio, d'essayer d'être sûr que le groupe est bien. Quand tu vas de me dire la qualité de son, c'est une chose, évidemment. On est tous des gros geeks, des gros nerds, tu vois. On veut tous que ça sonne parfaitement. Mais encore une fois, ça vaut pas grand chose si la performance, elle a pas un truc cool. Donc, tu vois, plein de fois, j'ai dit à des mecs, tu vois, des chanteurs en studio qui arrivent, et c'est les mecs qui ont l'habitude d'avoir le micro dans la main et de se plancher, d'avoir un pied sur le retour et machin. Et d'un coup, tu les mets en studio devant un micro comme ça, ils doivent se tenir droit. J'avais des mecs qui se sont même des fois pété la voix parce qu'ils avaient un problème avec leur colonne d'air ou une mauvaise posture, et ils arrivaient pas à chanter comme ça. Et donc du coup, assez vite, je me suis dit, on s'en fout si ça sonne un peu moins bien, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y a encore une fois cette énergie ou l'intention. Et donc du coup, hop, je mets une boîte par terre pour que le mec, il peut se mettre son pied quelque part, et je lui mets un micro dans la main, même si c'est un micro qui a un peu une moins bonne qualité. Mais au moins à la fin, on a un truc qui se passe, et puis c'est plus intéressant. Pareil avec les batteurs, tu vois, quand je vais placer mes micros autour de la batterie, si le mec il me dit, attends, je vais bouger ma cymbale, je dis, attends, bouge pas ta cymbale si c'est là qu'il te la faut. Et c'est à moi de me démerder. Et puis si le micro il va pas être parfaitement placé, il sera comme il sera.
Mais il faut que toi, tu sois à l'aise pour bien jouer, quoi. C'est le plus important. Et ça, c'est des trucs que je fais autant en live qu'en studio. Alors, il y a plein de gens qui voient le studio et le live comme deux boulots presque complètement différents. Et je le comprends. Mais moi, j'arrive pas à l'appliquer de cette manière-là. Donc, je pense que j'ai tendance, en studio, à essayer de retrouver l'énergie du live. Et mes productions, elles ont sûrement un peu ce côté-là, tu vois. Pas forcément, c'est pas que ça sonne live parce que j'enregistre comme tout le monde, tu vois, on enregistre instrument par instrument, mais je pense que c'est dans l'énergie quand je mixe, où je vais essayer de retrouver ce truc où j'ai envie de m'en prendre plein la tronche, de fermer les yeux et d'imaginer un groupe qui joue ensemble, et tous ces trucs-là, quoi. Ça m'empêche pas de faire des arrangements en plus, et enfin, tu vois, tous les petits trucs qu'on peut faire en studio, mais j'aime assez bien ce côté quand même naturel et puis dynamique que tu peux avoir en live. Moi, ça me va, en tout cas. Du coup, quand maintenant, au stade actuel, quand tu abordes un nouveau projet, qu'un groupe te contacte, dire voilà, on aimerait bien travailler avec toi et c'est la première fois que tu vas bosser avec eux, est-ce qu'il y a des préparations, des trucs qui se font en amont, des rencontres, ou alors vous vous rencontrez le premier jour sur la première date et puis tu découvres, tu as une vision du mix en live, tu peux même rentrer dans l'aspect technique, dire tiens voilà, moi en live, il y a des choses que j'aime bien faire, je sais pas, des compressions parallèles, des saturations, il y a des plugins que je veux utiliser, du matos que je veux pas voir. Comment est-ce que tu prépares ça justement pour que, j'imagine que toi ce soit optimum, que tu aies tous tes outils et pour que en définitive le groupe justement se sente à l'aise et que tu puisses les laisser s'exprimer, quoi. Bah alors, ouais, je pense qu'il y a eu une époque où, comme je disais tout à l'heure, tu sais, à l'époque où j'acceptais un peu tout ce qui venait, je faisais un peu plein de trucs. Alors il y avait les bouts de tournée, il y avait des dates solo, des machins, il y avait je suis sur tel festival avec un groupe avec lequel je tourne régulièrement et j'ai 5 autres groupes qui me demandent de leur faire le son que j'ai jamais écouté et que je connais pas du tout. Donc dans ces cas-là, quand c'était vraiment des trucs un peu qui arrivaient un peu de nulle part, là clairement j'avais pas vraiment le temps de me poser avec le groupe, avec chaque groupe pour définir un peu comment ça allait se passer, mais bon. Puis là, j'y allais un peu comme je le sentais. Souvent, c'était festival, ce côté un peu plus instantané et puis spontané. Mais par contre, évidemment, plus ça avance, et puis tous les groupes avec lesquels je travaille le plus régulièrement, là, c'est des choses qui s'installent un peu plus sur le long terme. Donc, avant, en général, de commencer, en tout cas, quand on sait qu'on va faire 1 mois et demi de tournée ensemble, évidemment, avant de commencer, on se fait soit des visios comme ça, ou des rencontres si on est dans le même secteur géographique, pour se causer un petit peu, pour essayer de comprendre d'où ils viennent. Quand j'ai commencé à discuter de travailler avec Devin Townsend, par exemple, on s'est fait pas mal d'appels en visio, où moi je lui disais, écoute, moi je serais curieux que tu me donnes un peu ton feedback de tes précédents ingé son. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, que je refasse pas les mêmes erreurs, par exemple, tu vois, parce que le but c'est encore une fois d'avancer et puis d'aller de l'avant. Et donc du coup il m'a expliqué un petit peu sa philosophie, la manière dont lui il entendait sa musique. Avec lui en plus c'est facile parce que c'est lui qui mixe tous ses albums, donc il a une vraie connaissance technique et il peut me dire tiens, tu vois, on peut vraiment rentrer vraiment dans les détails. Et au final, il sait exactement ce qu'il veut, mais de l'autre côté, j'avais quand même un peu de marge de manœuvre pour faire mon truc, et c'était très très cool. Et puis je pense que pareil, notre relation, elle s'est développée aussi d'une manière où assez vite, il a compris que je pense qu'il pouvait me faire confiance. Et au début, tu vois, c'était les quelques premières choses, c'était alors remater des vidéos, je sais pas quoi, des trucs. Tiens, tel moment-là, serait peut-être bien d'avoir plus de ci, plus de ça. Et c'est cool, moi je suis très preneur de tout ça. Et puis une fois qu'on avait commencé à recorriger un petit peu toutes ces petites choses-là, au final, il me laissait quand même assez la liberté, en tout cas de décider de mon processus de travail. Tant que le résultat, il était là, et lui, il s'en foutait un petit peu. Et je pense que c'est la majeure partie des groupes comme ça, de toute façon, à moins d'avoir des gens qui sont, tu vois, qui sont aussi sondiers de live et qui vont venir vraiment te dire, attends, moi, c'est comme ça que je veux absolument le truc. Et puis si ça marche, tant mieux, tu vois. Si ça marche pas, moi, je sais que ça aurait tendance à me poser problème, parce que je fais ça aussi beaucoup par passion. Et si j'y trouve pas mon compte, j'aurais pas envie d'être là, quoi. Si c'est juste pour faire un gros groupe, mais que j'ai pas l'impression d'y mettre mon truc à moi, je suis pas sûr que j'aurais trop envie d'être là. Le plus gros challenge, par exemple, que j'ai eu en live, je pense, c'était Devin. Parce que aussi bon soient les musiciens et aussi bien produite soit sa musique, c'est aussi une tonne d'informations. J'allais dire, c'est tellement dense. Plus que, c'est ça. Plus que tout le reste. Tu vois, genre des groupes comme Tesseract ou The Ocean ou même les Proust, tu vois, qui ont des arrangements un peu plus épurés et où tout respire un petit peu, c'est relativement facile à mixer, tu vois. Parce que du coup, t'as des morceaux un peu groovy, un peu lents, tant que c'est pas les trucs avec des blast beats à 600 BPM, c'est pas trop l'enfer. Donc ça se mixe assez facilement. Et puis c'est des groupes qui sonnent un peu tout seuls. Et Devin, tout est bien travaillé, tous les tones de guitare sont incroyables, le batteur il sait régler sa batterie, enfin tu vois, il y a vraiment, il y a pas de vrais soucis, mais c'est juste que la musique elle a tellement d'éléments, avec il y a beaucoup de backing tracks, avec des choirs, des machins, des orchestres, des synthés, des trucs, enfin il y a vraiment 1 milliard de trucs.
Et du coup, le gros challenge pour moi, c'est que Devin, il voulait sonner, par exemple, il m'a dit, je veux pas que ce soit le groupe avec des backing tracks dans le fond. Ah ouais. Je veux qu'en gros, ça sonne comme un gros ensemble. Donc les backing tracks, elles peuvent pas être dans les choux derrière. Il faut qu'elles soient méga là, quoi. Et moi, au départ, ça, c'était un peu le truc qui me mettait un peu la pression, parce que voilà, moi, j'ai toujours aussi trouvé, et j'étais toujours un peu dans l'esprit de me dire, mais quand les gens, ils viennent en concert, ils viennent voir le groupe, ils viennent pas écouter les backing tracks. Donc, ça justifie de les mixer un peu plus loin que ce que c'est sur l'album, par exemple. Et du coup, je me disais, ouais, bon, là, ça va être compliqué, parce que je vais commencer à devoir pousser un truc où, finalement, faut pas qu'on n'entende plus le groupe. Et ça m'a poussé à trouver pas mal de petits tricks, et puis, du coup, après quelques dates, et après avoir affiné un petit peu, je me suis rendu compte que, finalement, en réécoutant, ça m'a fait rigoler, parce que j'ai réécouté une version album dans des morceaux qui jouent en live, et je me suis rendu compte que je mixais les backing tracks plus fortes que ce qu'elles étaient sur l'album. Sans en perdre mon truc qui me faisait plaisir. Et quand je lui ai dit ça, d'ailleurs, j'ai dit, hey, j'ai réécouté le truc, et en fait, là, en live, c'est plus fort. Il m'a dit, oh, c'est trop bien, parfait, touche rien. Il m'a pas dit, redescends-les pour que ce soit pareil que sur l'album. Lui, ce qu'il voulait, au contraire, c'était super. Et moi, j'ai trouvé mes petits tricks avec, j'ai fait un peu de compression multibande, et puis de sidechain multibande, où en gros, j'essayais de faire en sorte d'avoir les backing tracks qui étaient très très là, mais que quand les éléments du groupe rentraient dans certaines fréquences, ça tassait ces fréquences-là dans les backing tracks. Donc au final, ça laissait toujours la place au groupe d'exister, mais et au backing test de vraiment prendre le relais dès que le groupe laissait de la place, quoi. Et en fait, au final, ça marche pas trop mal, donc voilà, il y a encore d'autres choses à explorer et puis à essayer, je pense, avec ça, mais ouais, c'est ce genre de truc-là qui est super intéressant pour moi et qui fait que, au final, encore une fois, c'est bien qu'on puisse discuter avec les groupes, comme tu disais, en amont, tu vois, pour préparer un peu les choses. Je pense que c'est vachement important de développer un bon système de communication avec les groupes, parce qu'il y a des groupes où tu peux te faire des blagues et te rentrer un peu dedans, tu vois, et puis il y a des groupes où il faut être super diplomate parce qu'ils sont très très proches de leur art et qu'ils veulent, tu vois, et qu'il faut pas les offenser non plus. Donc je pense que c'est important d'être un peu caméléon là-dessus aussi, quoi. Et c'est pareil en studio, hein, comme j'en parlais aussi en studio, mais je pense qu'encore plus en studio, j'ai tendance à vraiment, là pour le coup, insister pour faire des rendez-vous avant, des visioconférences ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse vraiment discuter de là où ça va, parce qu'encore une fois, tu vois, il y a 10 000 manières de faire sonner bien un groupe, et si toi tu les vois d'une manière alors qu'ils sont vus d'une autre complètement, ça va pas marcher. Donc ce qui est assez cool, c'est de se mettre vraiment d'accord en disant c'est quoi vos influences, qu'est-ce qui vous plaît comme genre de prod, tu vois, comment vous voyez votre propre musique. Et puis et c'est autant des trucs pour comprendre un peu où est-ce qu'ils veulent en aller que ce que j'appelle de l'expectation management, tu vois, c'est en gros tu leur parce que les mecs ils aiment bien Deftones, ça veut pas dire qu'ils vont sonner comme Deftones, tu vois. Donc c'est un peu ce genre de truc où c'est bien aussi de faire un peu d'éducation en expliquant que il n'y a pas un plugin où on appuie sur un bouton et d'un coup tu sonnes comme Deftones. Surtout si t'écris pas les mêmes riffs que Deftones et que tu joues pas comme Deftones. Tu vois. Ouais, justement, ce que je trouve intéressant en t'écoutant parler, c'est que je vois que dans ton travail, c'est fort basé sur la musique, le musicien, le rapport, le ressenti. Et du coup, je me demande, toi là-dedans, c'est quoi ton point de vue par rapport au matos? Parce qu'en plus, ça a fortement évolué. Enfin, je sais pas quand t'as commencé exactement, mais tout a fort changé avec le digital et tout ça. Et je sais pas si toi, parce que jusque-là, je sens, donc c'est super intéressant ce côté un peu, en fait, tu mets au centre ce qui est important, en vrai. Mais du coup, je sais pas quelle est ton approche à l'aspect technique et le matos, je veux dire, en termes vraiment, les outils que toi tu utilises, si pour toi ça a une forme d'importance ou on te file un micro, une table de mix et c'est bon, quoi. Non, je pense que ça a une importance. Ok. Surtout là, maintenant qu'on commence à avoir des solutions et puis que je commence à tourner avec des groupes qui ont assez de budget pour pouvoir ramener du matos et ramener une console et tout ça. Donc je pense que pour moi, ça a une importance de trouver ce avec quoi je suis bien. Okay. Et pareil, tu vas encore une fois, je pense, dans le même état d'esprit. Ce avec quoi je suis bien, c'est pas forcément le truc le plus dernier cri ou celui qui a le plus, ou la table de mixage qui a le plus d'options et de possibilités. C'est juste celle qui va m'être le plus accessible, qui va m'être le plus rapide et tu vas me permettre de régler les problèmes plus facilement et être le plus stable, par exemple. Donc je sais que maintenant il y a une grosse mode enfin il y a plein de gens qui utilisent les serveurs Waves avec tous les plugins et les machins. J'utilise rien de tout ça. Ok. Parce que j'ai vu plein de gens avoir des shows qui plantent parce que d'un coup tiens on a perdu le serveur Waves, il y a plus de son d'un côté ou je sais pas quoi. Il y a toujours des conneries qui se passent. Enfin pas toujours, hein, encore une fois, je vais pas cracher dans la soupe non plus, mais il y a plein de gens qui font ça très bien et qui ont des très bonnes configs.
Mais pour le coup, je pense que je suis assez content de me dire que j'ai souvent moins de problèmes que les autres. Ok. Parce que je pense que je vais aussi plus à l'essentiel. Et ça me vient alors peut-être du côté justement, je suis pas très bon théoricien parce que j'ai appris sur le tas. Ok. Donc peut-être que ça me fait un peu plus peur d'un côté tous ces trucs-là. Uh-huh. Et du coup par peur, je préfère pas l'utiliser parce que s'il y a un problème, je suis pas sûr de savoir le régler et que moi je veux savoir régler les problèmes. Donc, Ok. Ouais. donc je vais me cantonner à ce que je sais faire pour le faire le mieux possible plutôt que de me dire je vais me mettre plein de super jouets et puis à la fin je vais pas savoir où est-ce que ça merde si ça merde. Quand tu dis pour toi, c'est pour éviter les problèmes, c'est d'aller plus directement. Ça ressemble à quoi ta config idéale pour le moment? Pour l'instant, ma config DA, c'est juste une D-Live avec un stage box D-Live et puis je sais que ça marche, que ça communique ensemble et puis voilà. Puis j'ai mon kit micro avec lequel je tourne toujours. Ah ouais, ok. Et comme ça, je me pose pas trop de questions. Je sais exactement ce que je suis censé recevoir, où je suis censé le recevoir et c'est pareil, je me mets pas aussi, je trouve que c'est se mettre un peu, c'est pas se mettre des bâtons dans les roues, c'est des challenges aussi, mais des fois de se dire, bon bah tiens, je vais pas prendre de micro avec moi, surtout quand tu sais que tu vas tourner avec le même groupe, je pense que c'est un peu compliqué parce que ça te force à changer ton mix un peu tous les jours, puis quand tu commences à arriver avec des groupes où tu fais les sons des retours pour eux aussi en même temps que tu le fais depuis la face, ce qui est le cas par exemple avec Tesseract. Ah ouais? T'as pas, ouais. Du coup, il n'y a pas de sondier retour pour Tesseract. À part là, dernier show qu'on a fait, c'était un festival, c'était un show un peu spécial. Donc là, on avait pris une plus grosse config, il y avait un mec au retour. Mais sinon, ce que j'ai fait avec eux jusque-là, c'était toujours les retours depuis la face. Waouh. Donc du coup, tu as envie d'avoir une espèce de constance un peu de son quand tu te dis, ouais, bon, on va pas commencer à refaire leur mix de... Déjà, c'est déjà pas forcément facile de devoir adapter ton mix à toi pour la face quand tu changes de micro tous les jours. Mais quand tu commences à devoir faire 5 mix différents pour Bien sûr. plus le mix de face, ça devient très vite compliqué. Puis souvent, tout le monde est en in-ear maintenant. Donc, J'allais dire, eux, ils sont habitués au même son de guitare tous les soirs, ils ont tout en... Exactement. Ouais, bon, après, en plus, c'est vrai que les guitares et basses, c'est tout du digital, donc il n'y a plus d'ampli. Ah ouais. Donc eux, ils ont les mêmes tones exactement, mais si tu changes les sons de batterie, les machins, puis encore une fois, au in-ear, le moindre petit mouvement, il est vachement plus flagrant que ce que c'était quand on jouait avec des wedges, quoi. Donc du coup, il y a un peu ce truc où les groupes maintenant, je pense qu'ils ont un peu besoin d'avoir cette espèce de constance de son, et ça leur donne aussi un peu plus de, pareil, encore une fois, de confiance en eux, de savoir que là-dessus, au moins, ils n'ont pas à se poser de questions. Est-ce que ce soir, je vais m'entendre bien? Est-ce que demain, ça va aller? Enfin, donc voilà, ça fait un peu plus de dépenses, je pense, du côté des groupes maintenant, parce qu'il faut que tout le monde s'équipe un peu plus. J'allais demander du coup ici, donc si tu fais le mix retour in-ear pour le groupe en même temps que tu fais FOH et dans des salles où tu es à 40-50 mètres de la scène, j'imagine que toi, tu as tes propres AIM que tu utilises sur lesquels tu check les mix ou tu fais comment? Ou c'est juste... Non, en général, non, je peux le faire. Alors je le fais un peu, j'écoute un peu leur mix au casque pour voir, pour me rendre compte que s'ils ont un problème. Mais en général, alors ça c'est pareil, encore une fois, c'est des groupes qui ont assez d'expérience pour pouvoir décrire quand ils ont des problèmes. Donc du coup, c'est cool, tu vois, c'est pas en mode tiens, j'écoute et puis je me dis c'est pourri, je vais le faire à ma sauce. Le vrai truc pour moi, c'est que je peux pas entendre ce qu'ils entendent. Même si j'avais exactement le même modèle de in-ear, moulé comme eux, j'ai pas les mêmes oreilles. On a tous des oreilles différentes. Donc du coup, tu vois, un truc qui moi m'agresse, peut-être ça va pas agresser quelqu'un d'autre. Une fréquence qui me dérange, elle va pas déranger quelqu'un d'autre. Donc je vais pas commencer à faire des choses qui risquent de leur manquer en fait. Alors, ça dépend évidemment, il y a des trucs où des fois tu dis bon là je pense vraiment que c'est pourri et puis tu peux essayer de faire des choses, mais de manière générale, encore une fois, vu que là j'ai la chance de bosser avec des groupes qui ont vraiment de l'expérience, je peux juste les laisser me dire ce qu'il leur faut quoi. Et puis des fois ils savent pas trop l'expliquer, mais quels que soient les mots qu'ils mettent dessus, on arrive toujours à s'en sortir et puis à trouver un truc qui fait que ça va aller mieux pour eux. Donc ça c'est une chance aussi. Mais ouais non, j'ai pas spécialement de in-ear spéciaux pour ça parce que encore une fois, c'est intéressant ça. En avoir. Déjà souvent il y a pas deux personnes dans le groupe qui ont les mêmes modèles et même si c'était le cas encore une fois. Alors évidemment tu t'approches plus de ça, de ce qu'ils ont si t'as exactement les mêmes modèles qu'eux, mais t'entends pas comme eux donc et puis t'as pas les mêmes sensations aussi. Il y a un truc aussi qui est vraiment très très différent, c'est que moi depuis la face j'écoute leur mix. Je vais pas du tout entendre la même chose que le batteur qui est assis derrière sa batterie, qui entend aussi et qui ressent sa batterie.
Avec les subs qui font Donc, bouger le plateau, ouais. C'est ça. Et le pire, enfin le pire, le plus, là où il y a le plus de différence, c'est avec les chanteurs, par exemple. Avec Tesseract, c'est rigolo, c'est un truc que j'ai appris vraiment très très sur le tard parce que je fais quasiment jamais enfin j'ai jamais fait de show en monitor seulement. Je fais que de la phase, vraiment tout le temps. Et du coup, un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai vu ça sur une vidéo YouTube, sur Instagram, je sais plus où. Et c'était un ingé retour qui expliquait en gros pourquoi il fallait mettre un coup bas aussi violent sur la voix des chanteurs pour leur mix à eux. Et je m'étais jamais rendu compte et je m'étais jamais même posé la question, mais c'est vrai que quand on se bouche les oreilles, tout ce qu'on entend de notre voix, c'est du grave. Et donc du coup, en fait, tout ce grave-là, on n'en a pas besoin quand on a les nirmoulés qui isolent vraiment. Et du coup, avec Tesseract, là, quand j'ai commencé à bosser avec eux, les premières résidences, je montais mon coup bas, je montais mon coup bas, coupe encore, il y a beaucoup trop de bas, et c'est incroyable, je suis à 500 Hz, enfin tu sais, il y a plus de bas, c'est pas possible. Et il y en a encore pas mal, et je pense que Seinir, il devait bien le boucher. Et du coup, ben, il avait le bas, il l'avait de lui-même en fait. C'est aussi intéressant en tout cas de se rendre compte des fois, en écoutant les mix des autres, à quel point leur mix des fois, il est pas du tout ce que tu penses qu'un chanteur voudrait par exemple. Des fois t'écoutes le mix, tu dis, ouah, je sais pas comment il chante avec ça. Mais en fait, lui, il a ses repères avec ça, et puis c'est tant mieux quoi, tu vois. Lui par exemple, il a beaucoup de backing tracks, pas beaucoup du groupe, un peu de kick snare, un peu de guitare et de basse, beaucoup des tracks, parce que je pense que c'est ce qui l'aide le plus mélodiquement. Et donc du coup, et puis ça marche, tu vois. Il arrive à bien sonner comme ça. Mais moi, quand j'écoute son mix, je me dis, waouh, en tant que musicien, en tout cas, je serais triste d'avoir un mix comme ça. Mais si lui sent bien comme ça, c'est cool, tu vois. Et encore une fois, je pense que c'est aussi pour ça que je fais pas trop de monitor. C'est que pour moi, je pense que ce serait un peu frustrant. Je fais partie du public et j'ai l'immense avantage d'avoir le choix de comment je veux que ça sonne. Donc j'ai la meilleure place de la Terre, quoi, tu vois, quand je fais ça. Moi, je regarde un show tous les soirs où j'ai pas la frustration de me dire ah j'aurais fait différemment. Bah ouais, je fais différemment en fait. Et en plus du coup t'as cette sensation de faire partie du truc et de le rendre meilleur, ou en tout cas de le tirer vers quelque chose. Tu joues du groupe quoi, tu es instrumentiste du groupe. Oui. Complètement. Moi tu vois, j'utilise pas trop d'automation, de scène, de machin dans mes consoles. Je fais un peu tout encore à l'ancienne, un peu à la main quoi, même si on utilise encore plein de numérique et de machin, des écrans tactiles et ce que tu veux. À la fin, tu vois, je règle mes effets à chaque morceau un peu différemment, suivant le morceau, suivant le feeling. Je fais mes envois à la main. Je voudrais jamais utiliser un timecode. Là-dessus, je bosse encore un peu à l'ancienne, quoi. Alors j'ai la chance aussi, encore une fois, pareil, de bosser avec des groupes où ça m'est autorisé. Ouais, j'aime assez bien le truc vivant et le truc live aussi, encore une fois. Tu sais, de la même manière que les musiciens ils jouent live. Et que tiens, le chanteur tel jour il a chanté une autre note et en fait tiens, c'était cool en fait, du coup il va la refaire. Et c'est comme ça que le show il évolue aussi. Et je trouve que du coup il n'y a pas d'évolution de show si tu dis bon maintenant tout est fixé, c'est comme ça et ça bouge pas et tu te poses plus de questions. Alors que moi j'aime assez bien l'idée de me dire tiens, sur ce truc là j'envoie toujours un delay, puis un jour je vais en envoyer un peu trop, puis peut-être que le peu trop en fait ça va être cool et ça va me donner une bonne sensation. Du coup je vais essayer de reproduire ça. Et pareil ça évolue et ça garde le côté vivant un peu et le côté vraiment live quoi. C'est très intéressant parce que du coup tu travailles beaucoup avec des bands qui ont quand même un show ultra travaillé et très millimétré. Que ce soit Tesseract, que ce soit des Vins, je veux dire, tout tourne sur des bandes, tout tourne sur un timecode, justement. J'imagine qu'il y a des bands là-dedans qui font play une fois et le show, il est programmé de A à Z. Donc, est-ce qu'il y a pour toi ici quelque chose qui est pas logique, mais que ça fonctionne quand même? Ou en fait, c'est justement parce que tout est millimétré que tu as un peu de place pour expérimenter? Moi, je pense plus que tu dis en dernier, là. C'est qu'au final, tout est tellement millimétré que si... alors, tu vois, pour moi, je me dis tout est millimétré parce que, alors voilà, il y a le timecode, tout le monde joue au clic et machin, il n'y a pas trop de place à l'improvisation et des choses comme ça. Mais bon, il y a quand même toujours des mecs qui jouent sur scène. Mais du coup, je me dis, bon bah ouais, on est là pour faire un truc qui va se passer en live et puis si c'est pas pareil aujourd'hui que c'est demain, alors évidemment, je suis là pour essayer de donner quand même une espèce de constance de son et de rechercher les mêmes choses tous les jours parce que il faut qu'ils sonnent comme eux, il faut que ça reste quand même leur identité sonore. Mais de l'autre côté, il y a toujours un tout petit espace de liberté qui est quand même cool et que j'ai envie de garder, quoi, qui est celui-là. Et de me dire, ouais, au même titre que le guitariste, il a toujours sa guitare et puis il a le droit de faire un bend s'il a envie à un endroit où il fait normalement pas de bend.
Et ben moi je fais un peu pareil avec ça, tu vois, avec la manière dont j'envoie mon effet ou avec la manière dont je sais pas quoi, je break le kick à tel endroit, enfin ça peut être plein de petites choses comme ça, mais c'est assez cool et moi ça me permet souvent de passer des shows où je me rends même pas compte que ça passe parce que il y a toujours un truc à faire, quoi. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à réajuster, machin, tiens, il y a un effet, machin, que ce soit des choix artistiques ou juste du son pur et dur et du mix, à se dire tiens là il faut réajuster des choses parce que ça sonne pas comme il faudrait, ou alors des moments où il y a vraiment des choses, un delay calé à tel truc, il y a un peu plein de choses à faire et du coup c'est assez rigolo, ça me fait marrer des fois de me servir une boisson que je me ramène à la régie au début de concert et à la fin du concert je me rends compte que j'ai même pas bu une seule gorgée parce qu'en fait j'ai toujours les mains sur la console. On a vu, André m'avait expliqué que tu bossais avec un espèce de collectif de différents mecs dans le live. Je trouve ça assez intéressant parce que ça c'est assez unique, j'ai jamais entendu parler de ce genre de concept. Donc, tu sais me dire un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et quel est un peu l'intérêt de la chose en fait. Yes. Alors ça s'appelle Frogs on Tour. Ok. Parce qu'on est tous français, plus ou moins. Ça veut dire, c'est ça. Oui, me l'avait dit. Ouais. Alors c'est deux autres sondiers qui s'appellent Camille Béchet et Tim Beckford, qui sont tous les deux de Paris à la base. Je crois que Tim maintenant habite à Marseille, Camille est toujours vers Paris. Et donc voilà, il m'avait contacté un peu à un moment en me disant on voudrait essayer de créer une espèce de collectif de sondiers, d'ingé son, et on a l'impression, parce qu'ils tournaient aussi beaucoup, à l'étranger aussi, avec pas mal de groupes. Et puis il m'avait contacté un peu, je crois qu'on s'était déjà croisé un peu à droite à gauche, mais sans se connaître plus que ça. Et à l'époque, il m'avait contacté en me disant bah ouais, on trouve que tu bosses bien aussi, et puis qu'à nous trois, on couvre plein de trucs finalement, okay. sur la scène un peu métal, prog métal et compagnie. Et donc il m'avait demandé si ça me botterait de faire un peu une espèce de collectif avec eux, dont le but ce serait un peu finalement, faire un truc qu'on fait souvent beaucoup quand on se connaît un peu entre sondiers, on se refile un peu des plans. Quand on t'offre une tournée que t'as pas l'occasion d'accepter, tu sais que tu vas essayer de la refiler à des gens que tu connais, etc. Et nous, on avait un peu ce truc, on s'était dit, ça serait assez cool de créer... Alors, ça crée pas un standard dans le sens où on travaille tous un peu différemment, mais on sait qu'on a tous un peu la même éthique de travail. Et du coup qu'on va proposer un peu le même genre de service et le même genre de qualité de service, même si le résultat va être différent. Encore une fois, on mixe tous différemment, on a tous des oreilles différentes, mais à la fin si on peut offrir le même genre de qualité de service et surtout qu'on peut assez facilement au groupe leur dire tiens, si moi je suis pas là, même un groupe avec lequel par exemple je tourne depuis longtemps et avec qui je tourne très régulièrement, si j'ai une date où je suis pas là, c'est bien de pouvoir leur dire maintenant j'ai quelqu'un qui peut me remplacer quand je vais rater un show, et avec qui moi je peux communiquer facilement pour lui filer mon show file, parce que maintenant ça marche comme ça avec les consoles digitales et compagnie. Et donc c'était assez cool de pouvoir démarrer un truc de ce genre là, et en fait ça a marché beaucoup comme ça, parce que finalement Camille, donc un des deux avec qui on a démarré, c'est maintenant lui qui fait les pros. Moi, j'ai fait les pros jusqu'à ce que je commence avec Devin, et puis après, ça a commencé à clasher beaucoup avec les tournées de Devin, donc ça devenait un peu compliqué pour eux d'avoir moi comme main sondier, alors que finalement, quelqu'un d'autre était dispo. Et Camille m'avait déjà remplacé quelques fois avec les pros, des fois où moi j'avais dû rater des shows. Donc du coup, pour eux, c'était assez sécurisant de dire maintenant, on peut prendre Camille comme main, et puis du coup, de l'autre côté, tu vois, lui, il a raté des shows de l'Epros cet été, et puis c'est moi qui les ai fait, parce que ils avaient l'habitude de tourner avec moi aussi avant, donc en fait, on peut assez facilement s'échanger des plans comme ça, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'est né le truc, et puis après, ça s'est un peu grossi, avec des gens qui font plus d'autres boulots, mais toujours dans le monde du crew, de la live. Okay. Donc, du coup, maintenant, on a Caps qui fait de la lumière, qui tourne aussi avec l'Epros, on a... Jimbo qui est sondier pour Igor, Perturbator et un peu plein de trucs comme ça. Enfin, voilà, il y a d'autres sondiers, des lighteux, des tour managers. Donc c'est assez cool, ça permet aussi des fois presque d'offrir un package avec un crew complet. Oui, toi ça te permet, du coup t'es pas obligé de dire non à un projet, donc tu les laisses pas sans rien, tu leur donnes une solution, et puis quelque part, ça reste un peu dans la famille, et à un moment ça va revenir, ça va partir, et... donc je trouve ça très intelligent, très inspirant, enfin ça c'est très intelligent. Et ça permet aussi du coup de pas perdre des plans des fois, parce que finalement un plan que t'aurais perdu si tu disais non, je suis pas dispo. Une fois que tu dis non, tu risques de fermer la porte. Là tu dis ouais mais attends, je peux te suggérer des gens, et en fait du coup ça reste comme tu dis dans la famille, et puis à la fin peut-être c'est un plan qui va me revenir aussi d'une manière ou d'une autre, donc en fait c'est assez cool.
Et donc voilà, ça reste un truc pour l'instant qui est pas spécialement. Je crois que si je me trompe pas, Camille a commencé à en faire une vraie entreprise. Mais à la base, c'était une page Instagram et Facebook, tu vois. C'était pas plus qu'un truc un peu officieux. Mais ce qui était rigolo, c'est que ça nous a aussi donné un peu de visibilité vis-à-vis de certaines marques de matériel. Ok. C'était assez étrange, mais ouais, tu sais, on avait tous plus de followers sur Instagram que notre page de Frogs on Tour, mais le fait que ce soit une espèce d'entité et pas une personne, d'un coup, ça disait attention, là, il faut qu'on s'intéresse. Et il y a eu plein de contacts avec Midas. Alors, c'était pas trop de mon côté, c'était plus Camille et Tim. Mais ils ont eu beaucoup de contacts avec Midas. À un moment, il y a eu des interviews, des trucs. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées avec eux par rapport à ça. Alors que, tu vois, personne ne s'était jamais trop intéressé à nous en tant qu'individu, quoi. Ah, mais c'est original, c'est super intéressant en tout cas comme concept. C'est un truc, j'ai l'impression, enfin en tout cas en Belgique, j'imagine que c'est similaire en France, où on connaît tous les deux beaucoup de sondiers live. C'est un peu chacun pour soi, c'est limite, c'est un peu chacun sa popote, se touche pas trop à mes clients, tu vois. Et parfois ça peut poser problème. J'ai l'impression. C'est un peu la vieille école, ça, j'ai l'impression, de ce truc de les mecs. Et je pensais aussi comme ça, tu sais, on parlait tout à l'heure de tiens, quand t'as commencé, est-ce que t'as eu beaucoup de conseils, etc. Et j'en ai pas eu trop. Alors j'étais pas non plus à courir après ça et puis à courir après les mecs, hein, mais je pense qu'il y avait un peu aussi cette petite école enfin cette vieille old school de ouais, j'ai mes petits secrets, mes petites machins et c'est ce qui fait ta personnalité, c'est d'avoir tes petits secrets. Alors oui, c'est vrai d'une certaine manière, mais je pense qu'il y a tellement de petits secrets de plein de trucs que pour que deux personnes aient exactement la même sauce, tu vois, c'est pas possible. Donc, et puis moi, je trouve ça plus important de me dire, j'ai envie que le monde sonne bien, tu vois. Donc, si j'ai des trucs cool à partager, je suis très content de les partager. En plus, enfin, vu que je suis nul en théorie et que je comprends pas grand-chose, tu vois, ce que je comprends, c'est à force d'avoir fait l'expérience, d'avoir fait des conneries. Au final, je suis très content de partager le peu d'expérience que j'ai en me disant, bah ouais, si je peux aider quelqu'un, tu vois, à comprendre les choses mieux que ce que moi je les ai comprises à l'époque, ou plus vite, et y arriver un peu plus vite, ben tant mieux. Moi, ça m'a pris une plombe pour en arriver là où j'en suis. Et puis, encore une fois, j'ai toujours du chemin. Mais je trouve ça cool si on peut se filer des coups de main, quoi. Donc, je suis pas avare de partager mes tricks quand j'en ai. Clairement, puisque tu es ici à l'Académie du Gros Son, en train de le faire. Donc, merci à toi. Il y a un truc qui m'intéresse un peu plus là c'est plus personnel. Tu disais que tu vas peut-être aider Devin un peu en studio. Tu peux nous en parler un peu ou c'est un peu derrière un voile là? Non, pour l'instant il y a rien. Bah non, il en a parlé en plus pas mal lui-même. Alors pas du fait que moi je l'aide. Hein. Il y a tellement de gens de façon autour de lui qui lui filent des coups de main à droite à gauche. Mais non, il a son projet là qui s'appelle The Moth. Ouais. Et qu'il est en train d'écrire, c'est une espèce de comédie musicale. Enfin, ça se veut une comédie musicale. Je pense que ça va avoir un peu plein de formes. Je t'avoue que je suis pas encore sûr d'avoir compris et je suis même pas sûr que lui-même a compris. Vu qu'il en parle depuis 6 ans et que nous on n'a toujours pas pigé ce que c'est, oui. Exactement. Donc non, je pense que ça va être un truc assez dantesque qui bosse avec plein de gens assez haut placés dans plein de domaines différents là. Et a priori, donc là on doit l'enregistrer normalement. Si je me trompe pas, enfin lui il a écrit de toute façon déjà la majeure partie de la musique de manière plus ou moins définitive. Enregistré aussi évidemment. On va juste enregistrer des batteries normalement au mois de novembre si je me trompe pas. Oh cool, donc toi tu te charges de la prod batterie? Alors je fais pas de la production parce que de toute façon en gros tu sais il a pas besoin de moi et encore une fois il fait ses disques, il fait ses mix, il a pas besoin de moi pour mixer. Je pense que ce qu'il voulait c'est m'avoir un peu de ses propres mots, c'était en tant qu'un peu comme un consultant. Ok. Tu sais où je vais foutre mon cul dans le canapé derrière et puis dire tiens est-ce que ça, ou si lui me dit tiens je voudrais bien emmener le truc plus loin à cet endroit là, est-ce que t'as des idées. Ça va être un peu plus ça pour affiner un peu, et il me disait pour amener le truc au next level quoi, tu vois. Et parce que bon, il peut le faire lui-même tout seul et puis ça marchera bien, comme tous ses albums, ils ont bien marché. Mais je pense que mon boulot en live a fait qu'il me fait d'une certaine manière confiance, et puis que du coup au final, bah, il veut que je sois un peu dans le coin au moins pour s'il y a des questions ou des choses où je peux aider, bah, je serais très content d'aider. Puis si j'aide pas, c'est pas grave. Mais a priori voilà, pareil pour les batteries, on va enregistrer chez Jacob Herman qui est en Suède, qui sait très bien enregistrer des batteries, tu vois. Il y a pas besoin de moi pour placer des micros ou pour donc je vais juste être dans le coin. Je pense que c'est aussi le vrai but de tout ça, c'est que vu que c'est moi qui vais mixer ça en live,
et que ça va être beaucoup de trucs. Je pense que Devin, il veut que je connaisse un petit peu tout ce qui se passe et où ça se passe. Ça va être ça. Parce que mieux je connais le projet de fond en comble, bien sûr. et mieux je vais être capable de le mixer une fois que je vais comprendre un peu tout ce qui m'arrive dans la tronche, quoi. Ouais. Donc ça va être un peu ça. Et puis pareil, je pense qu'on va se faire une petite session un peu plus tard et avant les premiers shows, où on va être dans son studio et puis sûrement louer la console que je vais utiliser en live. Et puis on va passer les tracks de studio dans la console pour essayer de réfléchir un peu à comment on mixe ça en live. Comment on agence les et choses. surtout potentiellement, alors je veux pas trop vendre la mèche, mais je pense qu'on va essayer peut-être, on a émis l'idée de peut-être d'essayer de la quadriphonie ou des choses comme ça. Donc peut-être avoir une paire d'enceintes à l'arrière de la salle, faire passer les trucs derrière, enfin faire un truc un peu immersif si possible, mais c'est un truc que j'ai encore jamais fait. Donc du coup voilà, je pense que ça c'est juste, enfin tu sais, lui il fait des trucs en Dolby Atmos machin, enfin donc je pense que pour lui, si je lui propose de faire des trucs comme ça en live, il est content. Ouais, donc du coup, on va sûrement expérimenter un peu avec ça aussi. Surtout, ça va être, je pense, ça va être plus ça le but un peu inavoué, plus que du mix d'album. Ça va être de préparer un peu le mix du live avec tout ça, quoi. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air très très cool. Je suis très content que ce soit toi qui fasse partie de ça en tout cas. Tu travailles quand même beaucoup avec des projets qui sont très denses musicalement. Enfin, en termes de fréquence et de dynamique, c'est beaucoup de sources, des sources très distordues. Tout est gros, tout doit être plus gros que tout le reste, et qui finalement, en tout cas de ce que moi j'en ressors, que ce soit Les Proust, que ce soit Tessa, que ce soit Devin, c'est souvent des gens qui veulent sonner studio sur scène. Ouais. Qui veulent avoir cette clarté-là. Est-ce qu'il y a des techniques particulières que tu pourrais juste partager, une ou deux? Tout à l'heure, tu parlais un tout petit peu de multiband dynamique et des sidechains. Il y a un autre truc qui te vient en tête ou une façon de réfléchir que tu as quand tu abordes ce genre de truc ultra dense? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions en commentaire ou quoi quand on parlait de toi, justement à ce niveau-là. Ouais. Et c'est aussi un tout petit peu du personnel, parce qu'on est en train de mixer un single avec mon band où c'est ultra rempli des chez je ne sais quoi. Et du coup, ça m'intéresse de voir comment toi tu réfléchis à ça. Bah écoute, ouais, moi je pense que... Alors c'est rigolo, tu vois, on parlait de la différence entre l'analogique et le numérique. Pour le coup, clairement, le numérique, il donne beaucoup plus de possibilités de s'approcher de ce qui se passait en studio. Il y a plein de choses que je fais maintenant qui m'ont mis beaucoup de temps, on va dire que j'ai mis beaucoup de temps à me dire qu'il fallait que je fasse en live. J'avais tendance en live à faire juste beaucoup de suivi au fader en fait, et à me dire bon bah vas-y, tu sais, quand il y a je sais pas quoi, 2 couches de guitare en plus, ben je vais booster mon kick snare parce que je veux que tu vois que ça se fasse jamais bouffer et que l'énergie elle reste là. Maintenant en fait je vais sidechainer mes guitares sur le kick snare. Donc du coup le kick snare il sort toujours quel que soit, donc je fais en général un groupe avec toutes les guitares. Et comme ça, que ce soit des guitares additionnelles, des guitares backing tracks, les guitares naturelles, machin, quand il y en a plus ou moins, déjà elles sont un peu, elles se tassent un peu, ça les tient un peu plus. Et puis mon kick snare, il va sidechainer, donc il va être utilisé en clé de sidechain pour les guitares. Donc les guitares qui baissent à chaque fois. Et puis avec un release très rapide, un attaque très rapide, release très rapide. Mais ça fait que du coup ton snap il est jamais perdu et ça paraît jamais tout petit dans le fond à partir du moment où t'as plein de couches de guitare. Je vais sidechainer le bas de la basse sur le kick par exemple. Parce que je trouve que les kicks, tu peux te faire un super joli kick et tu te dis ouais, c'est fat, c'est super gros, et dès que tu mets la basse dans ton mix, t'as l'impression que le kick c'est plus qu'un pic-pic. Ouais. Et donc du coup quand tu sidechain le bas de la basse, ça te donne la sensation que la basse elle est constante parce qu'il y a que le bas qui va se tasser sur les coups de kick. Mais au moins le bas de ton kick, il va toujours avoir la place d'exister parce que la basse, elle se tasse au moment où il y a un coup de kick. Donc tu baisses le bas de la basse au moment où le kick frappe. C'est ça. Ouais. Donc là, tu utilises un compresseur multiband et la bande grave. Alors en général, je fais un truc, je sais pas quoi, tout ce qui est en dessous de 80 ou 100 Hz sur la basse. Et ben, ça va se tasser pareil très rapidement et puis se relâcher assez rapidement aussi. Un poil moins rapidement que ce que je fais sur les guitares parce que le bas, ça met plus de temps à se développer, évidemment. C'est pas un mais ouais, c'est ça. Donc, si tu mets un truc où ça se relâche, allez, entre 50 et 100 millisecondes, bah, tu sens pas ta basse disparaître parce que déjà, tout le reste du spectre de la basse, il existe de toute façon. Et juste le bas, il laisse la place au kick. Et du coup, le kick, il a toujours cette espèce de oomph que tu perds si comme ça, pas ça. Surtout ce qui est backing tracks et enfin, tu vois, quand il y a des synthés, des choses un peu additionnelles en plus et des voix. En général, je vais peut-être un peu sidechainer ça avec la voix lead. Pareil, ça laisse la voix lead toujours un peu dépassée, être un peu devant.
Un trick que j'utilise pas mal en studio, ça je l'utilise pas trop en live d'ailleurs. C'est un truc où, en gros, je vais sidechainer ma reverb et mon delay de voix sur le son de voix. Ça veut dire qu'en gros, la voix, elle va toujours être un petit peu plus sèche quand elle existe. Et ça permet de la garder un peu devant et pas d'avoir l'impression qu'elle est noyée dans le fond de plein de reverb et plein de choses. Surtout dans des trucs comme Clone ou ce genre de groupe là qui veulent toujours avoir plus de reverb et des reverbs de 125 secondes. Du coup, c'est assez cool d'essayer de garder un peu l'énergie et le côté un peu plus frontal. Donc du coup, ça permet de la séparer un petit peu, mais t'as quand même toujours bien les traînées longues dès qu'elles s'arrêtent, quoi. Et ouais, quelques trucs comme ça. Après, j'ai tendance des fois à sidechainer aussi une bande médium sur les guitares, avec la voix en clé aussi. Pareil, pour éviter d'avoir toute la guitare qui disparaît, mais juste là où la voix elle existe le plus. Ça évite, pareil, quand t'as plein de guitares ou des trucs un peu chargés ou des fois, enfin, fréquentiellement, c'est un peu c'est les mêmes zones de fréquence entre la voix et les guitares, quoi. Et vu que maintenant c'est beaucoup de guitares saturées, ben ça remplit tout, quoi. Donc pour avoir la voix qui dépasse, si tu veux pas avoir l'impression de devoir mettre la voix super fort et que d'un coup, du coup, ça te donne la sensation que ton groupe il est dans le fond de la pièce et que c'est le chanteur qui est devant. Bah du coup ça permet un petit peu pareil de tasser un peu les guitares. Alors des fois c'est de 1 dB, hein, c'est pas de grand chose, hein. Donc ça veut dire que le bas et le haut ils restent un peu constants. Encore une fois t'as pas la sensation d'un truc qui disparaît et du coup c'est assez cool. Et tous ces petits trucs là en fait des fois c'est pareil, c'est des corrections que t'entends à peine si tu vois, si tu fais vraiment attention. Mais tous ces trucs là mis bout à bout, bah à la fin ça fait que tu te retrouves avec quelque chose où chaque élément a sa place. Je pense qu'il y a un petit peu de boulot à faire dans les deux sens, tu sais, il y a du travail de mix fréquentiel, évidemment, où il faut essayer de pas laisser plein de bas là où il y en a pas besoin, parce qu'il y a les éléments du bas qui doivent exister là. Enfin, trouver un peu sa place à chaque élément. Il y a une partie de mix qui se fait pour moi en termes de panning aussi. J'essaie de pas me dire, je mixe pas trop LCR, quoi, tu vois, genre, c'est soit tout centre, soit tout sur les côtés. J'essaie de me dire, tiens, il y a des choses que je vais placer un peu différemment. Et donc du coup, je pense que ça donne un peu plus de vie et de place à tout d'exister. J'avais tendance au tout début à mixer, tu sais, en mode tout beyond, quoi. Si c'était large, ça devait être large, quoi. Et en fait, j'en reviens un petit peu parce que finalement, je me disais, si je veux que mes guitares soient plus larges, ben j'ai juste à ressentir un peu ma batterie. Tu vois, et au lieu d'avoir les cymbales à gauche et à droite vraiment, bah tu les mets à 50% ou à 70%. Puis les guitares, elles ouvrent plus en fait, et c'est cool. Donc c'est un petit peu trouver un peu des espèces de corrélations entre les différents instruments et là où ils peuvent exister le mieux. Des trucs un peu de logique des fois, de dire tiens, je sais pas quoi, il y a un shaker. C'est un moment où le gars il joue le charlet, bah je vais mettre le shaker de l'autre côté du charlet, comme ça ça évite de se bouffer les uns les autres. C'est pas sorcier et c'est pas rocket science, mais mais de l'autre côté c'est de la logique et il faut juste y penser. Comment tu approches la loudness en live? C'est quoi ta philosophie quant au niveau sonore? Comment tu gères ça? Comment tu peux, j'imagine, minimises le niveau sonore comme tu bosses avec des bands qui vont, enfin, c'est du métal qui te balait fort. Bah, comment est-ce qu'on fait ça, mais pendant 1h30, tous les jours? Voilà. Alors, c'est une bonne question, c'est intéressant. Alors moi, déjà, mon premier truc, j'aime bien quand c'est fort, comme tout le monde, je pense, en live. J'aime bien quand ça pète, surtout on écoute, encore une fois, comme tu dis, du métal, des musiques qui se veulent énergiques. Il faut que t'en prennes un peu, quoi. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est agressif et que ça fait mal. Hell yeah. Donc moi, ma première approche de tout ça, c'est déjà mon EQ de face. Je vais aller tailler toutes ces fréquences qui m'emmerdent. Parce qu'il y a plein de fréquences, quand t'écoutes un disque à niveau raisonnable, bah elles sont bien, tu vois. Et la majeure partie des systèmes dans les salles qui sont bien traités, les systèmes qui sont bien montés, au final, t'écoutes ton disque, un disque masterisé, puis tu te dis, bah ouais, ça sonne bien. Mais dès que tu commences à mettre fort, et que t'arrives à un niveau, tu te dis, ouais, c'est à peu près comme ça que ça va sonner dans le concert, ça fait ultra mal. Et toutes ces fréquences, pour moi en général, et ça c'est peut-être un peu personnel, mais pour moi c'est entre 2 et 5K par exemple. Il y a plein de trucs qui font mal, quoi. Et donc je vais souvent aller tendance à beaucoup tailler dans ces fréquences-là, même des systèmes qui sont bien. Et souvent j'ai même des regards de mecs qui sont là, tu sais, les mecs qui ont posé les systèmes ou les mecs des salles d'accueil qui sont là en mode mais non, ça va te manquer. Puis non, ça va pas manquer. Au moment où le groupe il va jouer, ça va plus du tout manquer. Et au final, en général, ça marche. Après, des fois, moi, j'ai tendance à tailler plus. Là, j'en reviens un petit peu aussi des fois, parce que j'avais tendance à tailler souvent trop. Ouais. Et il faut faire gaffe des fois de pas perdre non plus l'énergie du système. C'est toujours une espèce de compromis, parce que des fois, tu tailles beaucoup, alors ça sonne plus du tout agressif, mais du coup, ça sonne presque plus assez agressif. Et aussi, des fois, tu te retrouves à plus avoir de headroom, parce que finalement, t'as tellement taillé que tu vas vouloir pousser pour avoir de l'énergie quand même. Mais du coup, le gars il va te dire attention, tu clips les subs ou je sais pas quoi.
Il peut un peu se passer des choses comme ça. Donc, je pense que c'est bien de le faire de manière raisonnable, mais d'en faire quand même assez, parce qu'encore une fois, le but pour moi, c'est de me dire, je peux mettre fort, mais tu vois, le meilleur compliment que j'ai, c'est quand les gens ils viennent me dire à la fin du concert, j'ai pu enlever mes bouchons et c'était mieux. Et je suis content. Je mixe pas avec des bouchons, évidemment. Ce serait comme choisir des couleurs avec des lunettes de soleil, tu vois, ce serait con. Donc je mixe pas avec des bouchons, donc je mixe pas pour des gens avec des bouchons. Et donc du coup, j'ai toujours tendance à me dire, ouais, si les gens ils peuvent enlever leurs bouchons, c'est sûrement le meilleur scénario. Et donc du coup voilà, ça me permet en tout cas d'avoir l'énergie. Après, en termes de loudness, j'essaie d'être raisonnable, mais après, chacun a ses goûts et ses limites, donc moi j'essaie de me dire que je mixe pas trop fort et j'ai pas la sensation de mixer trop fort, mais de mixer assez fort quand même pour que ça pète. Après, maintenant, surtout en Europe, il y a beaucoup de salles maintenant où il y a quand même et beaucoup de pays où il y a des limites et des contraintes un peu. Donc dans tous les cas, il y a un afficheur, ça te permet au moins de voir à peu près où t'en es. Alors des fois, c'est pas toujours bien calé, mais bon, ça donne au moins une petite indication légère. Et surtout, moi j'aime assez bien en fait les salles dans lesquelles il y a des limites. Pas en pic, mais des limites sur des moyennes. Quand on me dit, c'est 102 dB sur 15 minutes, pour moi, c'est parfait. Et je vais rarement, d'ailleurs, y être au 102. Souvent, si c'est des moyennes sur 15 minutes, si je suis à 99 ou 100, c'est beaucoup. Ouais, c'est déjà fort. Ouais. Moi, j'aime bien ça, parce qu'en fait, moi, j'aime bien les dynamiques, encore une fois. Et donc, du coup, ce côté... alors, pareil, j'ai un peu, là je fais un peu le malin, mais c'est aussi, je tourne avec des groupes où il y a des passages calmes. Les passages calmes, ils me donnent du buffer pour aller au-dessus quand je vais avoir besoin que ça pète. Et puis au final, ma moyenne, elle va être bien, tu vois. Mais moi, j'aime assez bien ce truc-là. Et des fois où c'est un peu compliqué, en fait, je suis pas mécontent. Parce que ça me force aussi et ça me pousse encore plus à mixer dynamique. Et là, ça commence à devenir presque de l'artistique. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du fait de dire bah tiens moi si les gens ils aiment bien comme je mixe c'est parce que j'ai la chance de je sais pas quoi d'entendre à peu près ce qui doit être important et d'être capable de ressortir ce qui doit être important dans des concerts où je peux pas avoir tout à la fois. Il y a un petit peu ce truc là aussi je trouve avec les limites qui sont des fois un peu complexes parce que pareil tant que c'est de la moyenne je me dis ok les passages calmes on va les faire très très calmes parce que le passage qui pète du coup il va falloir vraiment qu'il pète quoi. Tu sais, souvent, je vais rentrer les guitares dans les couplets pour que dans les refrains, je puisse vraiment les pousser. J'ai toujours bien aimé le truc, même en studio et sur album, le truc où, pour moi, un refrain, on devrait jamais se poser de la question de si c'est un refrain. Tu sais, ça doit te rentrer dans la tronche au moment où tu dis « Ah bah c'est ça, c'est évident ». Et donc, du coup, pour moi, ça force un peu cet aspect-là. C'est que quand tu te dis « Bon, faut vraiment que tu rentres le truc parce que quand c'est calme, machin, il faut que tu te crées du buffer ». Pour pouvoir justement passer au-dessus quand ça va être vraiment nécessaire. Et donc du coup, boum, les refrains ils vont pouvoir péter, ou le pont, je sais pas quoi, ou le riff qui doit déglinguer à la fin, et tu peux vraiment y aller quoi. Et c'est assez cool d'être dans des salles comme ça et de se dire, ok, des fois c'est pas facile, mais quand il arrive à la fin et avec le mec d'accueil, ça m'arrive des fois. Alors en Suisse, c'est le pire un peu, c'est la Suisse. La Suisse et la Suède, c'est les plus compliqués. Et en Suisse, j'ai eu des salles comme ça, celle qu'on a fait avec TCR, je sais plus, à Zurich si je me trompe pas. Où c'était assez complexe, mais à la fin du concert, je crois que ma toute dernière note, j'étais à 100 et c'était 100 la limite, quoi. Je vais demander, quand tu tailles dans tout ce qui est agressif sur ta face, etc., t'es plutôt sur des paramétriques larges, t'es plutôt sur du graphique, à vraiment une fréquence à la fois? Graphique. Non, c'est graphique. Ok. Quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps que du graphique. Et puis après, si, en général, c'est graphique. Puis si j'ai même plus, parce que des fois t'as pas que juste un gauche-droite, t'as gauche-droite, les subs, les front fil, machin, et ça me permet du coup d'aller tailler vraiment ce qui m'emmerde, vraiment en finesse. Après souvent j'ai aussi un multiband en plus si j'ai besoin par exemple de tenir le bas, parce que des fois dans certaines salles il y a pas assez de subs, et donc du coup quand tu te mets ce qu'il te faut en sub, le mec il va venir te taper sur l'épaule et te dire attention là tu clips, et puis t'as les subs, des fois les amplis qui se mettent en sécurité, donc t'as plus de subs d'un coup pendant quelques secondes, et c'est pas bien. Donc ces moments-là, ça c'est... là je vais utiliser un multiband pour aller compresser juste le bas. Et du coup ça va me tenir vraiment tout ce qui se passe en bas et éviter d'aller clipper les subs. Et puis d'éviter du coup des problèmes d'amplis qui se mettent en sécurité, ce genre de trucs là. Donc je fais ça beaucoup. Et après j'ai aussi, pareil, si on rentre dans le technique, j'ai beaucoup de sous-groupes. Pour un peu de faire justement des groupes pour faire des sidechains et tous ces trucs là comme on en parlait tout à l'heure. Mais ce qui est assez cool avec les D-Live, c'est que dès que tu crées un sous-groupe, par défaut t'as un paramétrique,
T'as un écu en plus dessus. Tu peux en faire d'ailleurs un paramétrique ou un graphique. Ah, cool. Moi, je les garde en graphique. Ah ouais. J'aime assez bien le délire de me dire je vais traiter des fois mes groupes comme je traiterais même une phase, quoi. Tu te dis, putain, il y a cette fréquence-là qui m'emmerde vachement. Mais t'as pas envie de la tailler sur tout le mix parce que peut-être que en fait, c'est que sur les grattes. Tu vas regarder sur tes grattes, tu vas la baisser, et puis en fait, au moins, tu l'auras pas perdu ailleurs. Et du coup, ça te donne au moins cette précision-là en plus. Quand des fois, finalement, ton 4 bandes, tu l'as déjà utilisé, puis pour d'autres choses, et puis... Donc non, c'est assez cool. Imaginons que tu sais revenir un petit peu dans le temps, et là où tu avais 18-20 ans, là que tu commençais un peu à rentrer en studio avec ton groupe et que tu allais commencer tout doucement le long chemin passionnant du son, si tu pouvais retrouver ton ancien toi, qu'est-ce que tu te dirais pour le petit conseil ultime qui t'aiderait, la chose en tout cas que tu retiens de ton parcours, le truc que tu te dirais pour dire tiens, ça j'aurais pu faire plus ou j'aurais peut-être dû faire autrement? C'est une bonne question. C'est une bonne question et c'est marrant parce que chaque fois qu'on me la pose, je suis incapable de répondre à ce genre de questions. Je suis vraiment terrible. La réponse d'aujourd'hui en tout cas. La réponse d'aujourd'hui. Je sais pas en fait. Je sais même pas si j'aurais envie de changer quoi que ce soit. Après c'est une réponse aussi. C'est assez ça, bizarre. Quelque part. C'est une bonne réponse. C'est assez bizarre, mais je crois que j'aime assez bien. Enfin, je suis assez en paix avec la manière dont mon parcours il s'est fait. Même s'il y a des choses, tu vois, ouais, sûrement j'aurais voulu pouvoir y arriver plus tôt, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois, où je me dis, ouais, ça m'a pris une plombe parce que j'ai appris de moi-même. Mais parce que j'ai appris de moi-même, j'ai aussi appris d'une manière où je me sens moins formaté que plein de gens que je vois qui sortent d'école, qui en savent beaucoup plus que moi, encore une fois théoriquement, mais qui n'ont pas l'expérience. Il y a plein de fois où j'ai fait des conneries en me disant, je vais jamais refaire ça. Et puis en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, ah, mais en fait, c'est là maintenant le résultat que j'ai besoin de faire. Bah, je me rappelle que je l'ai eu une fois parce que c'était la connerie que j'avais fait. En fait, ben là, maintenant, c'est plus une connerie. Donc, la connerie d'un jour, c'est peut-être exactement la solution d'un autre jour. Et il y a un peu tous ces trucs-là qui me font me dire que, au final, je crois pas que j'aurais envie de changer grand-chose. Peut-être que je dirais, je pose plus de questions, tu vois. Essaye plus d'avoir des infos parce que, encore une fois, bah, ça te fait avancer plus. Mais de l'autre côté, je suis pas non plus complètement mécontent. J'ai pas l'impression d'être passé à côté de choses. Et alors du coup, à l'inverse, maintenant, un jeune qui aurait 18-20 ans viendrait te voir et se dire j'adore le taf que tu fais, j'aimerais bien être toi d'ici 15-20 ans. Tu lui conseillerais quoi alors justement, puisque dans ton parcours c'était cool, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire alors pour y arriver? Du coup, je lui conseillerais forcément de faire un peu ce que j'ai fait, donc d'essayer d'avoir un max d'expérience, de trouver des groupes qui ont besoin de quelqu'un et d'y aller, quoi. Okay. Et même si c'est mal payé ou bas de budget ou des conditions un peu routes ou je sais pas quoi, il faut le faire parce que je pense qu'il y a rien qui remplace l'expérience. Okay. C'est assez cool. On est encore dans un des rares domaines où on peut pas encore se faire remplacer par des machines et des intelligences artificielles et des trucs. Donc, tu vois, on a encore à mettre les mains dans le cambouis et puis à faire le truc. Et donc, je pense que pour moi, c'est le plus important, c'est ça, quoi. C'est de dire, bon, d'apprendre des trucs, lire des bouquins, aller dans des écoles, c'est ultra bien et je vais jamais cracher là-dessus. Mais je pense que ça remplacera jamais l'expérience et de voir comment les choses, elles marchent vraiment pour de vrai. Et du coup, moi, j'aurais tendance à dire, bah ouais, va bosser avec des groupes pour récupérer des multitracks et puis entraîne-toi à mixer à la maison. Pour comprendre comment ça marche un compresseur, pour comprendre tous ces trucs-là. C'est assez cool. Il y a plein de manières aussi de le faire sans foirer un show, tu vois. Donc je dirais, entraîne-toi, tu vois, même avec un logiciel craqué, des trucs, parce que les mêmes réglages, tu vas les retrouver sur une table de mixage. Ouais. Donc au moins, tu sauras à peu près où chercher quand il y a quelque chose à chercher. Puis ouais, pose un max de questions. Faut pas avoir peur de poser des questions à des gens, tu vois. Puis surtout maintenant, où je trouve qu'on arrive quand même maintenant dans un truc où... tu sais, il y a plein de gens alors, qui n'ont pas peur de partager leurs trucs, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube. Enfin, il y a plein de tutoriels. Moi, je sais que je sais pas si c'est un truc générationnel, j'arrive pas à prendre le temps de regarder les trucs. Il y a des fois où j'ai un peu envie, mais ça me passe vite. Et je connais des mecs qui ont appris des tonnes de trucs avec ça, et puis qui défoncent, et qui font vraiment des trucs super avec ça. Donc, j'ai envie de dire, les informations, elles existent. Ouais. Et aussi, je pense que on est dans une génération maintenant où les sondiers de maintenant, ils ont pas peur de parler de ce qu'ils font et puis encore une fois de partager leurs tricks et compagnie. Donc j'ai envie de dire, faut en profiter. Et puis si t'as envie d'apprendre un boulot, c'est cool. On est dans une période où les gens ils ont pas peur de partager leur manière de bosser. Faut y aller, quoi. Okay. Et en termes de carrière ou de rapport aux clients, aux artistes, etc. Quelque chose que tu vois les autres dans le domaine ne pas faire et que toi tu fais? Ouais, je pense qu'il faut être volontaire, il faut être de bonne humeur, il faut pas ramener ses problèmes dans le boulot. Et je pense qu'il y a un peu un truc qui est des fois compliqué aussi, c'est qu'on bosse dans des boulots où
tout se mélange un peu, tu sais, on devient pote avec les gens qui entourent, et puis, tu sais, il y a des liens qui se créent, et c'est à la fois, c'est la force du truc, mais ça peut très vite devenir la faiblesse de ça aussi. C'est que tu te fais vite exploiter parce que on est potes, donc tu peux en faire plus que ce que tu vas être payé, ou alors ce genre de conneries. Enfin, il y a un peu plein de choses qui peuvent se passer comme ça, et mais de l'autre côté, je pense qu'il faut... c'est bien d'y aller et de pas trop se poser de questions, et encore une fois, d'être volontaire et bonne ambiance, et essayer de pas traîner le truc vers le bas, parce qu'au final, ça va très vite de se dire, bon, bah, vu qu'on est potes, on peut un peu se lâcher, et puis, tu vois, et puis avoir des états d'âme et des trucs. Mais en vrai, je pense que ça, c'est valable que dans une première partie de carrière du circuit, c'est le moment où t'apprends, et où, t'as peut-être des conditions tellement foireuses que c'est compliqué de pas se plaindre, ou de pas, tu vois. Mais je pense que faut être capable un peu de passer au-delà de ça. Ou alors autrement, c'est que ça va rester là, quoi. Et si tu vas aller un peu plus loin, et puis commencer à tourner avec des groupes plus gros, etc., je pense qu'il faut vraiment être capable d'amener ta meilleure attitude au boulot, quoi. D'être professionnel, en fait, dans ce que tu fais, même si ça a l'air d'être très personnel. C'est ça, mais encore une fois, t'es quelqu'un qui participe à quelque chose de très personnel pour quelqu'un d'autre aussi, quoi, tu vois. C'est des artistes, et leur art, il est personnel. Et donc, du coup, s'ils te font confiance avec ça, tu peux pas le traiter mal, quoi, tu vois. Il faut le traiter de bonne manière, il faut le traiter de manière positive. Et il faut, je pense que il y a moyen toujours de tirer les choses d'une manière où on va y retrouver notre compte. Tout à fait d'accord. Mais tout en respectant le cahier des charges, entre guillemets, tu vois. Et donc, je pense que c'est vachement important de garder ça à l'esprit, qu'on fait du son, et pareil, et qu'on a moins d'importance que ce qu'on pense. Je pense qu'il y a beaucoup trop de sondiers qui pensent que le show, il dépend d'eux. Alors que personne n'en a rien à foutre du son. Personne n'achète des tickets pour voir le sondier, encore une fois. Et ça t'aide aussi, je pense, encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, dans les cas de shows un peu difficiles. Parce qu'on a tendance des fois aussi dans l'autre sens, hein, c'est pas qu'une question d'avoir trop d'ego, mais c'est aussi une question des fois de se dire, ah merde, j'ai foiré le show, c'est l'horreur, tu vois, le groupe va me détester, ou ou même toi-même tu te détestes parce que machin. Mais en fait, c'est pas si dramatique. C'est qu'un show, c'est que du vent, c'est de l'air qui bouge. Le son, c'est de l'air qui bouge. Donc c'est du vent. Donc littéralement. Je pense que voilà, on n'est pas en train de sauver des vies. On n'est pas, tu vois, médecin. On est des gens qui tournent des boutons et qui font bouger du vent, qui font bouger de l'air. Donc évidemment, c'est important et on veut tous faire le meilleur boulot possible. Mais je pense que c'est important de garder un peu la mesure du truc et de se dire, ok, demain il y a un autre show et puis celui-là, bon bah c'était relou, c'était difficile, mais j'ai fait de mon mieux. Tant que t'as fait de ton mieux, c'est cool. Trop cool. Bien. Bah tiens, tu vois, on parlait tout à l'heure de conseils et de trucs comme ça. Pour moi, le meilleur conseil, c'est écouter un max de musique. Et pas de la même musique tout le temps, quoi. Parce que ça tourne vite en rond, et puis que... Mais je pense que c'est cool, et quand c'est même dans les mêmes scènes, c'est important d'écouter ce qui est sorti dans les 20 dernières années. Yes. Parce que pareil, je trouve la production, c'est un monde qui a un peu des périodes et des modes. Et donc, du coup, des fois, moi, j'ai des périodes du métal que je déteste, par exemple, tu vois, en termes de production. Pas d'écriture. Mais je trouve que le début des années 2000, enfin pas le début des années, peut-être vers 2010 quoi, ouais, aux alentours. Ça devenait chiant, tout compressé, tout écrabouillé tout le temps. Et du coup, il y avait ce truc où les Kessler, elles disparaissaient. Moi, j'aime bien une Kessler qui fait cligner des yeux, quoi. Tu vois, donc du coup, le truc des Kessler qui disparaissaient parce que les mecs, ils voulaient être masterisés plus fort que tout le monde, ça m'a saoulé, tu vois, cette mode-là. Et j'étais très content. Ça, c'est un truc très positif, je trouve, du streaming. C'est que ça a redescendu tous les standards. Avec le moins 13 dB LUFS là et tous ces trucs là, c'est assez cool parce que ça a reforcé à avoir de la dynamique et je trouve que c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Ouais, je pense en tout cas que c'est vraiment ultra important d'écouter un max de musique, d'écouter un max de groupes, un max de productions différentes, et ça empêche pas d'avoir ses préférences. Peut-être dernière chose, si les gens veulent suivre un petit peu ce que tu fais, est-ce qu'il y a des endroits où tu postes, ou si même il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi pour du taf ou quoi, il y a un endroit où on sait te contacter? Bon, on va dire Instagram, je pense que pour l'instant, en tout cas ces jours-ci, il y a un moment c'était beaucoup Facebook, mais je crois que je suis de moins en moins sur Facebook. Ok. Et je suis toujours pas sur TikTok et je sais pas si j'y serai un jour parce que j'ai un peu de dangereux. Mal. Mais non, Instagram, ouais, j'ai mon Instagram qui est très compliqué. On mettra le lien en description. On va mettre mon lien parce que c'est Chrissy Boy is in the house. Okay. Un nom de profil qui est que je remets complètement sur le dos du bâton de l'épouse. À l'époque, on tournait ensemble et lui est complètement taré et il a fait un espèce de challenge un poll, c'est en mode
s'il y a 80% des gens qui votent pour que son nom ce soit ça, machin, il a dit j'avais dit ouais, vas-y, si t'as 80% de votes, je changerai mon nom. Et puis il les a eu, cet enfant. J'ai changé mon nom. Et c'est mon nom maintenant sur Instagram. Parfait, ben on mettra le lien alors. Merci beaucoup. Moi j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'on a parlé de beaucoup de choses qui touchent vraiment. On a vraiment parlé de musique. De mettre les musiciens au centre de la musique. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Tout ce qu'on essaie de mettre en avant. C'est ça qui nous parle complètement. Donc, merci beaucoup pour ce partage. C'était super cool. Et puis, avec plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir répondu. Et on se dit, à la prochaine et bonne continuation. Alors, salut. J'espère à vite, ouais. Ça marche. Prenez soin de vous.